Patrice, ça s'impose la revue de presse ce matin, parce que l'actualité est dominée par un drame, effectivement, en France, mais il n'y a pas que ça dans l'actualité aujourd'hui. Il n'y a pas que ça, effectivement. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ils avaient en commun le regard d'un bleu sans égal. Ils avaient en commun d'être au firmament de notre affection. Et voilà qu'on apprend qu'ils ont en commun un ancêtre. Ouais. Oui, Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday sont cousins. Révélation du Parisien ce matin. L'ancêtre en commun, eh bien, c'est le noble seigneur Jean de la Malaise, déniché au XVe siècle du côté de Namur par le patron d'un site de généalogie qui s'est mis en tête de croiser les arbres généalogiques de Johnny et de Jean d'O. Alors en fait, le seigneur de la Malaise a eu 3 enfants, dont 2 filles, Marie et Catherine. La branche Smet descend de Marie. D'accord. Et la branche d'Ormesson de Catherine, donnant 13 générations plus tard un rocker et un écrivain. Au plaisir de Dieu. Alors, du côté de Jean d'O, on a enchaîné les belles alliances, des barons, des princes, des seigneurs, des vicomtes. En revanche, du côté de Johnny, ça se complique dès la 3e génération. Le niveau social dégringole et au début du 19e siècle, l'ascendance noble est oubliée. Jean Smet, né en 1771, est ouvrier agricole. Son fils Jean sera tavernier, son petit-fils Antoine maréchal ferrant puis machiniste. Et il donnera naissance à Léon, père de Jean-Philippe Smet, alias Johnny. Donc au départ, un noble seigneur et à l'arrivée, un enfant chéri élevé dans la soie et un chanteur abandonné. Alors je ne pouvais rêver meilleure entrée en matière pour vous parler du sujet qui mobilise un peu les unes ce matin, l'accroissement des inégalités dans le monde. Une centaine d'économistes proposent un rapport particulièrement fouillé sur la question. On y constate que les choses vont de mal en pis. L'humanité note que le 1% le plus aisé capte 27% des richesses mondiales. Amérique du Nord, Europe, Inde, Russie, Chine, d'où qu'elles viennent, regardez-les, les courbes convergent vers un même constat. Les 10% les plus riches s'arrogent une part toujours plus importante des richesses. Et encore, ce que l'on observe, nous, les Européens, n'est rien à côté de ce qui se passe ailleurs. Chez nous, les 10% les plus riches captent 37% du revenu national. En Chine, c'est 41%. En Russie, 46%. En Amérique du Nord, 47%. Plus de la moitié en Afrique subsaharienne, au Brésil, en Inde. Et ça grimpe jusqu'à 61% au Moyen-Orient. Pour Thomas Piketty et Lucas Chancel, 2 des auteurs du rapport, eh bien, les tendances inégalitaires ont pris des proportions excessives et néfastes et les choses se seraient particulièrement dégradées dans les années 80. Il donne l'exemple des États-Unis où l'imposition des plus hauts revenus a été presque divisée par 3 sous Ronald Reagan et parallèlement, disent-ils, le pouvoir d'achat du salaire minimum américain a diminué de 25% en 50 ans. Alors face à cela, que faire ? Eh bien, vous pensez bien que depuis la publication du rapport, tous les sachants sont sortis, tous les grands Manitou du Yaka et du Faucon rivalisent de recettes miracles. Alors vous les lirez ici et là ce matin, mais je retiens la contribution de l'économiste Alain Tranois dans La Croix. Le creusement des inégalités, dit-il, se combat à la racine et le seul moyen d'éviter la dérive, eh bien, c'est de miser sur l'éducation. Alors ok, on est tous d'accord, mais on fait comment ? Eh bien, disons que chacun peut faire un peu dans son coin. Et à ce propos, eh bien, je vous conseille dans Libération la lecture du reportage que signe Kim Hulot-Guillot sur ces polytechniciens qui s'immergent 6 mois dans des établissements scolaires. Aide aux devoirs, assistanat des profs, beaucoup confessent découvrir une réalité qui leur avait échappé jusque-là. Ici, on voit comment la vie est ailleurs, dit l'un de ces X, dont on espère qu'il saura se le rappeler plus tard et même toute sa vie. Merci Patrice.